Bonjour l'école numérique de cardiologie, bienvenue pour un grand entretien avec un cardiologue rennais, médecin du sport, professeur de physiologie, membre actif de groupes de travail sur le sport et la prévention cardiovasculaire au sein de la Société française de cardiologie. Reconnu par ses pairs, il a grandement contribué au développement de la cardiologie du sport à l'échelle française et mondiale. Et maintenant, jeune retraité, on a la chance de recevoir le professeur François Carré. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez développé le laboratoire de physiologie du sport au CHU de Rennes et vous êtes engagé depuis 40 ans dans la prévention cardiovasculaire en faisant la promotion de l'activité physique sous toutes ses formes. Comment et pourquoi avoir choisi de travailler dans ce domaine de la cardiologie du sport, qui était une spécialité peu développée à l'époque? Pour retracer un tout petit peu, je suis devenu médecin, je ne vais pas dire par défaut, mais moi, ce que je voulais faire, c'était professeur d'éducation physique et sportive, parce que je suis un passionné de sport depuis que je suis tout petit, et je passais ma vie en récréation à partir de la classe de quatrième, dans le bureau des professeurs d'éducation physique et sportive. Toutes mes récrés, je les passais là, et je parlais avec eux, etc. Et c'est eux qui m'ont dit, non, il ne faut pas que tu fasses professeur d'éducation physique et sportive, parce que quand tu vas prendre des gamins et tu vas voir comme l'intérêt qu'ils y portent, tu vas être démoralisé et tu vas être dépressif au bout de 2 ans. Alors la médecine, j'ai choisi la cardiologie d'abord parce que j'ai perdu mon père assez jeune d'un infarctus du myocarde. J'ai eu un interchu à Rennes parce que mon épouse est bretonne et donc j'ai été passé 1 an à Rennes et je suis parti donc en physiologie euh, où j'ai développé la physiologie cardiovasculaire, la physiologie de l'exercice donc à Rennes. Et quels sont les bénéfices du sport justement chez le sujet sain, chez le cardiopathe? Alors ça, c'est une question effectivement très importante parce que pendant très longtemps, j'ai fait surtout de la cardiologie du sport chez le sujet sain. Parce qu'à l'époque, les sportifs de bon niveau passaient tous plusieurs fois dans notre laboratoire. On leur faisait des épreuves d'effort avec analyse des échanges gazeux pour calculer leur VO2 max. À partir de là, on conseillait tel type ou tel type d'entraînement. Et ensuite, on s'est rendu compte que, et j'étais le premier à soutenir cette idée, il fallait arrêter que les sportifs viennent voir les cardiologues. S'il n'y avait pas de problème cardiaque, il n'y avait pas de raison qu'ils viennent nous voir. Et donc, ils ont mis sur le pied des tests de terrain, des appareils portables de VO2. Donc, ils n'avaient plus besoin de nous, en d'autres termes. On dosait beaucoup l'acide lactique à l'époque avec des petits prélèvements à l'oreille. Nous, on ne le fait plus pratiquement maintenant. Et les entraîneurs le font eux-mêmes. On leur en a donné le droit et je trouve ça tout à fait normal. Moi, je suis pour une démocratisation et une délégation des tâches. Hein. Et donc, j'ai vu de plus en plus de cardiaques qui voulaient faire du sport. Et c'est vrai que moi, je suis parti d'un principe, c'était que le plus simple, c'était d'interdire. Ça, on peut tous interdire, on peut tous dire non, faites pas. Et ça n'a jamais été ma théorie. À chaque fois, je me suis toujours dit, bon, je vais tout faire pour qu'il puisse faire du sport. Peut-être pas le sport que la personne veut, mais tout faire pour qu'il puisse, et ça rejoint ma lutte contre l'inactivité physique et la sédentarité. Et ça, c'est vrai que ça a été un peu le grand changement. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que beaucoup de mes collègues me fassent confiance et que quand ils ne voulaient pas prendre la décision d'autoriser, ben, ils m'envoyaient les sportifs. Alors des fois, ils me mettaient dans des situations un petit peu difficiles, bien évidemment. Et donc, j'ai pu quand même faire ça. Et puis ensuite, la deuxième chance que j'ai eue, c'était qu'en 2003 ou 2004, il y a eu Antonio Pelliccia, le pape de la cardiologie du sport européenne, maintenant pratiquement mondiale, qui a décidé de créer un groupe de cardiologie du sport européen et qui m'a appelé parce que je l'avais vu dans 2 congrès, j'avais été me présenter, et qui m'a dit bah, écoutez, on n'a pas de Français dans notre groupe, est-ce que vous voudriez en faire partie? Et donc j'ai pu rentrer dans le groupe européen de cardiologie du sport, dans lequel je me suis beaucoup investi. J'ai eu l'honneur d'être, avec 3 présidents successifs, le secrétaire de ces présidents. Donc M. Pelliccia, ensuite un Suédois, Börjesson, et puis un Belge, Heidbuckel, qui est un grand rythmologue. Euh, et donc j'ai appris beaucoup à ce niveau-là, et ça m'a permis de développer un petit peu la cardiologie et de laisser la présence française à ce niveau-là. Ok, mon anglais, c'est pas Shakespeare, donc mon anglais, il est comme il est. Hein. Et puis l'avantage que je dis, c'est que quand je parle anglais, tous les Français qui sont dans la salle me comprennent. C'est déjà un avantage important pour au moins vis-à-vis des Français. Et au cours de votre carrière, vous avez dû prendre souvent, je pense, des décisions difficiles qui ont conduit à l'arrêt du sport, enfin la prescription d'arrêt de sport chez des sportifs, des athlètes de haut niveau.
Comment avez-vous vécu ces situations et est-ce que vous avez des regrets sur certaines décisions difficiles que vous auriez pu changer avec un peu plus d'expérience? Alors oui, 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 j'ai eu des situations difficiles, mais très rapidement, moi je suis quelqu'un qui sait, s'il y a une seule chose que je sache, que ce soit en médecine ou en quoi que ce soit d'ailleurs, c'est que je n'ai pas la vérité. Ça, j'en suis certain. J'ai un avis qui est basé sur mon expérience, sur mes connaissances que j'ai pu lire, les travaux qu'on a pu faire, mais c'est pas parce que c'est mon avis que je considère qu'il est bon. Donc depuis très longtemps, j'ai développé la collaboration, les avis collégiaux, et en plus, on a eu la chance en 1993, grâce à Alain Ducardonnet, qui est un bon ami à moi, qui a créé le club des cardiologues du sport. C'est lui qui a eu cette idée, qui m'a invité, au même titre que 8 autres collègues, puisqu'on était 10 à le créer, ce club. Et lors de ce club des cardiologues du sport, on avait l'habitude de traiter des cas cliniques ensemble. Et donc, les cas difficiles dont vous me parlez, souvent, je les ai mis, je- on discutait ensemble. Au début, on n'était pas très bon parce qu'on n'était que des cardiologues qui s'étaient déclarés cardiologues du sport. Il n'y avait pas le DU, il n'y avait pas tout ça. Et puis, à petit, on l'a amélioré parce qu'on a fait venir des rythmologues spécifiques. Et en fait, j'ai des cas, oui. En particulier, j'ai des cas qui m'ont fait mal au cœur, mais qui m'a fait bien comprendre que je pense que j'avais raison d'essayer de tout faire pour ne pas interdire. C'est un jeune cycliste, 16 ans, qui vient, très bon cycliste, me dit-on, et qui arrive, et je lui trouve un QT long. Et là, il n'y avait pas photo. Il y avait un QT très, très long. Donc, je suis très embêté. Je dis, bah, écoutez, il faut arrêter le sport, etc., etc. Et je téléphone à mes collègues nantais, qui étaient très spécialisés, en particulier le professeur Lemarec, en QT long. Et je lui dis, bah, écoutez, je suis vraiment ennuyé. Bah, je dis, je vais faire la génétique et tout. On lui fait la génétique, on ne trouve pas la mutation. À l'époque, il n'y avait que 11 mutations. Euh, et je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, parce que moi, dans le QT long, je suis très ennuyé par la recommandation sur le QT long. On interdit à tous les QT longs, alors que tous les QT longs ne provoquent pas d'accident à l'effort. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre dans nos recommandations. Il me dit, bah, écoute, François, il faut qu'on. Ces recommandations, on arrête. Bon, et 2 ans après, oui, 2 ans, il va avoir 18 ans, je revois une tête que j'avais déjà vue, et avec sa mère. Et c'était ce jeune garçon qui avait pris 20 kilos. Et la maman vient avec moi, elle vient et me dit, écoutez, monsieur Carré, on sait très bien que vous avez fait ça pour le bien de notre fils, etc., etc., mais on a un souci. Notre fils est en échec scolaire, ne va plus à l'école depuis 1 an et demi, il mange n'importe quoi, il fume tout ce qu'il trouve, et je ne sais pas comment m'en sortir. Donc, j'ai repris l'électro, il avait toujours son QT long, et j'ai rappelé Hervé Lemarec, et je lui ai dit, écoute Hervé, je crois que là, c'est non-assistance à personne en danger si je ne fais pas quelque chose vis-à-vis du sport. Et il me dit, bah, de toute façon, il a eu aucun antécédent, il n'y a rien dans la famille, c'est une mutation qu'on ne connaît pas, etc. Je crois qu'on peut l'autoriser. On l'a autorisé, et maintenant, il fait partie des professionnels de cyclisme. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a rassuré. Je touche du bois en vous disant ça parce qu'il n'est toujours rien à arriver. Le problème de la cardiologie du sport, ce qu'il faut que les gens ne comprennent pas bien, surtout les patients, c'est qu'on n'a pas le droit de se tromper. Parce que la personne peut mourir. C'est pas un claquage. Hein. Je fais de la traumato, je me suis trompé sur le diagnostic, il avait une contracture un peu plus grave que prévu, il pète son muscle. Bon, bah, d'accord, j'ai pas été bon, mais bon. Comment voyez-vous alors l'évolution des recommandations, des dernières qui sont un peu plus permissives sur le sport, parfois peut-être même un peu trop dans certaines cardiopathies? Alors, moi, les recommandations européennes qu'on a établies donc en 2020, alors d'abord, elles avaient déjà été établies dès 2018-19, groupe par groupe de pathologies. Il ne faut pas oublier que les précédentes dataient de 2005. Donc c'est normal qu'il y ait eu un Big Bang, si je peux dire, entre 2005 et 2020, il y a 15 ans, et surtout que c'est là où la cardiologie du sport a explosé. On est arrivé d'abord à se démarquer des Américains, c'est-à-dire que les cardiomyopathies hypertrophiques, et moi je partage mon point de vue là-dessus, je pense qu'on a bien fait de l'autoriser dans les formes bien spécifiques, ce n'est pas toutes les cardiomyopathies hypertrophiques. On s'est démarqué des Américains qui sont trop marqués, à mon avis, par les idées de Barry Meron. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Et sur le QT long, je trouve que là, par contre, on est trop restrictif. Les Américains sont moins restrictifs que nous. C'est pas raisonnable de mettre tous les QT longs vis-à-vis du sport dans le même sac. Donc pour moi, je les trouve assez équilibrés globalement. Je vous dis pas qu'on a raison.
Par contre, là où je trouve qu'on n'est pas assez permissif, c'est les valvulopathies opérées, par exemple. J'ai du mal à comprendre pourquoi j'interdirais le sport à une bioprothèse. Bon, alors pour être franc, puisque on parle de la Réunion, sachez qu'il y a certains Réunionnais qui ont été opérés avec des bioprothèses à qui j'ai autorisé de continuer à faire le grand trail quand ils avaient envie de le faire. Voilà. D'accord, très bien. Et ils l'ont terminé au moins? Oui, 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 je touche du bois, heureusement. Et que pensez-vous de la pratique du sport de compétition avec un défibrillateur, que ce soit pour le foot, le vélo? On entend beaucoup parler là sur ces 2 ou 3 dernières années, des sportifs de haut niveau, alors qu'ils sont amenés à changer de pays parfois pour pratiquer leur sport qui est vraiment leur vie. Comment vous le voyez, ça? Je pense que les sportifs dont vous parlez, on n'a pas les données suffisantes pour les autoriser. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que j'autoriserai un footballeur professionnel à reprendre le football avec la compétition. D'abord parce que maintenant, ça va quand même mieux. On peut penser que quand il a le défibrillateur, il va marcher si jamais il a un malaise pendant qu'il fait du sport. Mais on n'en était pas sûr avant. Je ne suis pas sûr que je ne vais pas aggraver sa pathologie, j'en sais rien. Donc aujourd'hui, je suis plutôt un peu plus tempéré que certains collègues. Ce qui ne veut pas dire que là encore que j'ai raison. Mais moi, je freine un petit peu. De la même façon, chez les coronariens, je crois que reprendre la compétition 3 mois après, c'est trop tôt. Je fais tout pour tricher pour qu'ils aient au moins 6 mois de réendotélisation, etc. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que le délai de 3 mois, il sera, enfin, je sais pas, c'était très précoce par rapport à ce qu'on avait l'habitude de Oui. faire. Et c'est vrai que c'est loin des habitudes aujourd'hui. C'est quand même pas très rassuré à 3 mois après un infarctus de reprendre une activité physique de compétition parfois intense. Je n'ai pas compris pourquoi ils avaient mis 3 mois. Là, je leur ai dit, moi, nous, dans notre équipe, ça restera au minimum 6 mois. Et aujourd'hui, on a des gilets défibrillateurs qu'on utilise après un infarctus du myocarde ou dans les cas de dysfonction VG ischémique. Est-ce que cette arme thérapeutique peut être une solution dans les cas de diagnostic difficile? Est-ce que ça peut changer un peu la pratique? Est-ce qu'il y a une place pour ce type de gilet? Pour moi, aujourd'hui, je dirais plutôt non quand même. Je suis quelqu'un de permissif. Il reste toujours une zone grise sur certains sujets. Avec une hypertrophie, on ne sait pas si elle est pathologique, si elle est adaptée au sport. On le fait encore, je pense, d'arrêter le sport pendant 3 mois pour voir s'il y a une désadaptation du cœur et voir si le cœur se normalise un petit peu. Je pense qu'on le fait toujours sur ces décisions difficiles. Pour l'hypertrophie pariétale, c'est un arrêt complet. Normalement, c'est les papiers qui avaient été faits, la plus belle étude qui a été faite, c'était un Italien qui avait mis des gars avec la jambe dans le plâtre, comme ça, 3 mois. Et là, les gars n'ont rien fait pendant 3 mois. Et là, effectivement, ils ont vu une diminution de l'hypertrophie. Mais la dilatation n'est pas concernée par cette amélioration. C'est OK, ça a diminué. Mais qui me dit que c'est physiologique? Est-ce que c'est physiologique quand je fais du sport d'épaissir ma paroi? Est-ce que c'est physiologique d'aller allonger mon QT? Et il existe un modèle sur la souris avec une cardiomyopathie hypertrophique. Quand on ne les entraîne pas, elles ont une paroi fine, on les entraîne, elles développent, mais elles ont la mutation, on sait qu'elles ont la mutation. Est-ce que dans votre pratique récente, vous avez autorisé le sport sous surveillance par des haltères implantés sous la peau? Oui, j'ai autorisé avec le haltère et j'ai autorisé, pour rien vous cacher, même une basketteuse de bon niveau avec le défibrillateur dans son sac, qui a un QT long. Est-ce qu'elle courait le marathon avec son défibrillateur dans le sac ou pas? Non, mais elle le courait à une allure telle que, a priori, il n'y avait pas de risque. Quoi que je dis ça, mais vous savez, on n'est pas certain du tout que la relation intensité du sport et accident, il y aurait beaucoup à dire encore actuellement. La maladie rythmogène du VD, là, on est sûr et certain de ça aujourd'hui. Donc, professeur Carré, vous êtes professeur de cardiologie du sport, mais vous êtes surtout un grand passionné de sport et pas par le golf, je crois. Quels sont les sports qui vous intéressent le plus, qui vous ont le plus attiré tout au long de votre carrière et encore maintenant? Alors, les sports qui, moi, m'ont attiré c'est essentiellement les sports dits d'endurance, comme on dit souvent, les sports un peu des besogneux, si je peux dire, c'est-à-dire le vélo, la course à pied, le triathlon. Je cours depuis que je suis très jeune, puisque j'ai commencé à courir à l'âge de 10 ans, sans que je sache pourquoi, ni mes parents d'ailleurs, personne n'a jamais su. Enfin, c'était comme ça, j'ai toujours couru.
Je me suis arrêté une seule fois, peut-être 2 mois ou 3 mois quand j'ai passé l'internat, et tout le reste du temps, j'ai toujours couru de façon régulière, puis fait du triathlon, du vélo. Par contre, dans les sportifs que j'admire le plus, c'est plutôt des sportifs techniques. Et en fait, pour moi, le sportif que j'admire le plus, c'est Roger Federer, qui représente tout ce que j'admire, la classe, le talent, la facilité, je dirais. Mais c'est vrai que quand je me penche sur les performances individuelles, c'est vraiment l'endurance qui m'impressionne le plus, parce que je sais ce que c'est, je sais à quoi ça correspond. Quelle est la plus grande VO2 que vous avez vue parmi vos patients? Alors, parmi mes patients, je suis en train de réfléchir. Les chiffres les plus élevés, ça doit être 82 millilitres minute kilo de consommation d'oxygène, donc ce qui est énorme, ça fait plus de 6 litres. Hein. Pour qu'on pouvoir comparer, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, bah, faut savoir que quand on a 20 ans, 25 ans, et qu'on ne fait pas d'activité physique, on est plutôt aux alentours de 35, 37 millilitres minute kilo. Et la performance la plus élevée, pour se rendre compte de ce que ça veut dire, sur tapis roulant, ça a été 25 km/h pendant 4 minutes pour un homme, 22 km/h pendant 4 minutes pour une femme. Et sur le vélo, 560 watts pour les hommes. Et dans notre équipe, on a à peu près, je vais dire, 12 ou 14 cyclistes qui sont à plus de 500 watts. Donc, comme je dis toujours, vaut mieux pas commencer le test d'effort à 50 watts à ce moment-là, parce qu'autrement, on va être en retard dans la consultation. C'est le problème. C'est un autre monde. De toute façon, le sportif de haut niveau est un autre monde que celui que nous, cardiologues, on voit habituellement. Si on va rester sur les cyclistes, que pensez-vous des performances des cyclistes professionnels du Tour de France? Est-ce que c'est de l'ordre du physiologique, de l'ordre de l'assistance mécanique ou chimique? Alors, ça, c'est une grande question. Moi, je suis comme tout le monde, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas d'informations particulières. J'ai suivi beaucoup de professionnels. J'ai suivi des professionnels qui couraient à l'époque quand l'affaire Festina en 98 a explosé avec la mise en évidence d'un dopage généralisé. Donc, ces sportifs m'ont clairement fait savoir que de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de choix. Je veux dire que si on voulait pouvoir performer, ben, il fallait bien faire comme les autres, sinon ben, on changeait de métier. Je me rappelle toujours d'un d'entre eux qui m'avait dit, vous savez, mon métier, c'est peintre en bâtiment, c'est plus dur encore que de faire du vélo, et ça me rapportait beaucoup moins d'argent, donc j'ai fait comme tout le monde. Bon, c'était un autre monde. Je pense que ce monde a changé. Je ne dis pas que les cyclistes se dopent plus. Je pense que le monde a changé, qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile pour eux de se doper. Le dopage a sûrement changé, tout au moins l'importance du dopage. Ce qui ne veut absolument pas dire que plus personne se dope. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui personne n'en sait rien. Dopage mécanique. La seule chose que je peux dire, c'est que les deux sports qui cherchent vraiment à nettoyer le dopage, c'est le cyclisme et l'athlétisme. Les autres ne le font pas. Il m'est souvent dit, oui, mais ça sert à rien pour un footballeur de se doper. Je réponds, c'est faux. Le but du dopage, ce n'est pas de performer le jour de la course. Le but du dopage, c'est de m'entraîner comme un fou pour pouvoir être plus performant le jour. Et je dirais la même chose pour le tennis, pour le basket. Quand vous jouez 5-7 avec des matchs qui durent 3 heures, en fait, ils durent 3 heures, c'est pas vraiment 3 heures d'effort ininterrompu, mais qui durent quand même 3 heures avec la concentration et tout, et bien être capable d'arriver dans les derniers jeux du tie-break, les dernières balles du tie-break, à mettre une balle que l'autre ne peut pas reprendre sur un passing shot, par exemple, ben, c'est mieux d'avoir 70 millilitres minute kilo que 40 millilitres minute kilo pour pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que je pense que beaucoup de sports sont touchés. Il ne faut pas se voiler la face. On est dans un système qui fait que euh, pour certains sports, ça doit être difficile d'arriver à performer sans se doper, quoi. La saison d'un cycliste professionnel, il commence en février et finit fin octobre. Et il faut qu'ils soient performants tout le temps parce que c'est leur métier. Si jamais ils n'apportent pas le bidon à leur leader, ben, on va plus les mettre dans l'équipe, ils vont pas faire le Tour de France. Enfin voilà, il faut comprendre tout ça. C'est pas pour les excuser, etc. C'est pour expliquer qu'on est dans un système et qu'on y participe nous aussi. Moi le premier, puisque je regarde la télévision, quand je vois qu'il ne performe pas, je dis qu'il est nul, etc., etc. Donc c'est un véritable système, c'est du business, c'est du show business. Est-ce que vous pensez que le régime alimentaire, que ce soit sans glucides ou sans gluten,
euh, puissent participer à l'amélioration franche de certains sports ou de capacités d'endurance. Alors, on a changé beaucoup au niveau de la nutrition. Il y a des tas de vérités qu'on a assommées avant, en particulier sur les problèmes du régime scandinave, du régime dissocié avec les glucides, etc., etc. Aujourd'hui, on en revient beaucoup. On revient beaucoup sur cette définition. Moi, je ne crois pas que c'est pas parce que Djokovic fait un régime sans gluten que si moi je me mets à pas manger de gluten, je jouerai comme Djokovic. Ça, c'est ridicule comme raisonnement. C'est comme quand je vois des cyclistes qui roulent à 30 à l'heure et qui mettent une roue pleine à l'arrière de leur vélo, alors que pour que ce soit rentable, il faut rouler au moins à 40, 42 à l'heure. Donc, c'est pas parce que je vais mettre ces choses-là que je vais. Non, c'est pas vrai. D'abord, il y en a qui ont du talent, il y en a qui s'entraînent beaucoup plus. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Par contre, si effectivement j'ai des troubles digestifs, je crois qu'il faut aller chercher le régime sans gluten. Et quand on voit le pourcentage dans la population de véritables intolérances, type maladie cœliaque, etc., il n'y a aucune raison que tout le monde fasse un régime sans gluten. Par contre, là où c'est vrai, c'est qu'il faut bien se rappeler que 1 kilo de trop, de toute façon, c'est très délétère pour les sports d'endurance. Hein, sur un marathon, on est pratiquement à 5, 6, 7, 10 secondes de perdu par kilomètre pour 1 kilo de trop. Donc il vaut mieux des fois s'entraîner moins, pas avoir mal au tendon d'Achille et faire un petit peu attention à ce qu'on mange. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer quand je donnais des programmes d'entraînement à certains sportifs. J'ai essayé de leur expliquer, c'est dommage, vous avez 3 kilos de trop. Il vaudrait mieux, vous pourriez vous entraîner 10 km de moins. Si vous perdez vos 3 kilos, vous performeriez plus. Donc la nutrition a un rôle essentiel. Alors, je vais poser une dernière question aux physiologistes que vous êtes. Actuellement, il y a des médicaments qui marchent très bien dans l'insuffisance cardiaque, que sont les glyphosines, les imiteurs de SGLT2. On pense qu'il y a un mécanisme direct sur le cœur, sur le métabolisme énergétique de la cellule myocardique, qui participerait à l'amélioration des performances cardiaques et limiter l'insuffisance cardiaque. Est-ce que ce schéma a été prouvé ou pourrait être prouvé chez le sujet sain, voire chez le sportif? Ça pourrait être l'équivalent d'un régime cétogène, par exemple, en faisant en privilégiant les corps cétoniques. Est-ce que ça pourrait augmenter les performances énergétiques du cœur? Alors oui, ce qui est intéressant, si vous voulez, j'ai deux réponses à vous donner. D'abord, c'est que l'exemple que vous prenez montre quand même qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est au bout des performances que l'on peut apporter au niveau des progrès en cardiologie, mais on est quand même très près du maximum, à mon avis. Et que c'est par hasard qu'on a trouvé, en fin de compte, cet effet bénéfique, tout simplement parce que on avait plus d'insuffisance cardiaque avec des diabètes et qu'on s'était rendu compte de ce bénéfice. Donc c'est très intéressant, ça prouve que on connaît pas tout de la physiologie. Moi qui suis physiologiste cardiovasculaire et physiologiste de l'exercice, bah moi ça m'intéresse beaucoup. Alors oui, je rêve pas, comme je vous l'ai dit, les sportifs de haut niveau sont encadrés par des physiologistes de haut niveau et ça va être essayé. Hein, si c'est vraiment, même si ça l'est pas, d'ailleurs ils vont l'essayer. Hein, on a eu un médicament dont je pense qu'il a été essayé comme anti-produit dopant, entre guillemets. C'était, à mon avis, l'ivabradine. Hein, l'ivabradine qui est un bradycardisant pur, donc il n'a pas les effets négatifs des bêta-bloquants sur la contractilité qui peut être délétère pour la haute performance, pas vraiment pour monsieur tout le monde, mais pour vraiment la haute performance. Or, l'intérêt, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est assez simple. C'est, je vais m'entraîner, je vais limiter ma fréquence cardiaque à 130 battements par minute, et donc je vais travailler avec, essentiellement selon la loi de Starling, avec mon volume d'éjection systolique. Nous, on avait fait un travail au tout début de l'ivabradine sur des étudiants en kinésithérapie qui avaient une bonne performance, et en fait, jusqu'à des doses très importantes d'ivabradine, c'était en intraveineux parce que c'était au tout début de ce produit, eh bien, on avait montré qu'avec une fréquence cardiaque, c'était des gens de 20 ans à peu près, donc leur fréquence cardiaque maximale sans traitement était aux alentours de 200, et on les limitait à 130 battements par minute, à l'effort maximal, ils avaient la même VO2 max. C'est-à-dire aucun effet du tout sur la performance. Après, quand on dépassait la fréquence cardiaque montait en dessous, on avait l'impression que ça commençait à baisser. Ça veut dire simplement que comme on sait que le cœur se fatigue à l'effort de longue durée, maintenant, il y a avec les cardiologues pour croire que le cœur était un muscle infatigable. Non, le cœur, c'est un muscle. Donc, il va se fatiguer, c'est évident. On le savait depuis pas mal de temps. Il y avait des petits papiers, mais on n'avait pas les moyens actuels. Bon, peu importe.
Donc, si jamais j'arrive à faire 6-7 heures d'entraînement par jour avec un cœur qui bat à 130, alors que je développe le maximum au niveau des muscles périphériques, ça pourrait très bien avoir un effet bénéfique. Je suis incapable de vous dire si ça a été testé, mais je suis pratiquement sûr qu'il y a des gens qui ont testé l'ivabranine à l'entraînement. Bien sûr, en compétition, ils ne risquent pas parce que comme leur fréquence cardiaque s'affiche des fois sur l'écran de la télévision, on va vite se rendre compte que c'est le seul à battre à 130 alors que tous les autres sont à 180. Donc là, on va se dire qu'il y a quelque chose. Donc pourquoi pas pour les nouveaux produits d'insuffisance cardiaque oui, moi je pense qu'il y en a qui vont essayer. Ils essayent tout. Ils essayent tout. Vous-même, vous êtes très sportif, vous courez depuis l'enfance, depuis toujours. Vous avez à votre actif plusieurs marathons et vous avez même fait un des ultra-trails les plus réputés du monde. Je reconnais votre chauvinisme ici. Effectivement, de toute façon, le but du Grand Raid, d'après ce que j'ai compris, c'est que ce soit le trail le plus dur du monde, puisqu'ils arrivent à trouver des montées, des cols encore qui ne sont pas connus de tout le monde, et leur but, c'est que ce soit le plus dur. Ça ne me dérange pas. Peut-être que l'excès n'est pas très bon, n'est jamais très bon, donc il va peut-être falloir essayer de s'arrêter. Oui, non, j'ai fait effectivement, mais moi, je n'ai jamais été un grand champion et je ne le serai jamais de toute façon, et c'est pas très grave. J'ai quand même eu la chance d'aller aux Jeux Olympiques 2 fois comme médecin, donc vous voyez, en tant que médecin de l'équipe de France de canoë-kayak, hein, j'ai été à Atlanta et à Barcelone, enfin à Barcelone 92, Atlanta 96. Oui, j'ai fait j'ai fait le Grand Raid, j'ai fait le Marathon des Sables, j'ai fait plusieurs courses comme ça, mais c'est pour le plaisir. La seule chose que j'ai toujours fait, c'est que j'ai respecté les épreuves quand j'ai pris le départ, c'est-à-dire que je me suis toujours préparé pour finir le sourire aux lèvres en me disant, je me suis jamais dit à la fin d'un marathon, du Grand Raid, de ces trails très longs, je me suis jamais dit plus jamais ça, parce que je m'étais préparé. Et ça m'est même arrivé des fois de ne pas prendre le départ d'une épreuve parce que je ne me sentais pas suffisamment préparé. On doit respecter, de mon point de vue, l'épreuve à laquelle on s'engage. Donc on se prépare pour. Et actuellement, vous vous entraînez encore? Quel est votre volume d'entraînement et votre niveau d'intensité? Alors oui, là, actuellement, je m'entraîne encore. Je fais course ou vélo. J'essaye d'alterner un petit peu les deux. Le minimum par semaine, quand je suis mon régime de base, c'est, on va dire, je suis en train de compter à peu près 5 à 6 heures par semaine. Je cours le plus souvent maintenant à mon premier seuil ventilatoire et j'essaye de garder quand même au moins une fois par semaine une séance de fractionné, plutôt courte. C'est-à-dire que je ne fais plus du tout de fractionné comme je faisais avant sur des 8 minutes ou des 10 minutes avec haute intensité. Je m'applique ce que j'ai toujours dit à mes sportifs, pas à mes patients, à mes sportifs, c'est qu'après 60 ans, et je les ai largement dépassés, après 60 ans, c'est fini, on n'a plus le cœur d'un homme de 20 ans, hein, même déjà à 50 ans. Donc je pense qu'on a tous des plaques d'athérome coronaire. Ces plaques, elles sont présentes. Un jour, elles risquent de se rompre. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait même pas le prédire. Il faut être très humble là-dessus. Donc, je crois qu'il faut oublier la compétition. Ce que j'appelle la compétition, c'est battre mon record ou battre celui qui est à côté de moi dans les 100 derniers mètres à partir de 60 ans. Je n'encourage jamais quelqu'un qui a plus de 60 ans à faire de la compétition. S'il veut en faire et qu'il n'a pas de contre-indication, je n'ai pas le droit de le contre-indiquer puisque je ne ferai pas mes conseils. Et je lui dis toujours, vous savez, ça ne vous apportera rien pour votre santé. Hein. Par contre, vous prenez un risque plus important que la personne qui est à côté de vous, si elle a 40 ans ou 50 ans. Et je pense que de temps en temps, il faut savoir remettre son ego dans sa poche et accepter qu'on n'avance plus comme avant. De toute façon, on ne battra pas notre record. Donc, et c'est là que je me suis rendu compte que la fréquence cardiaque n'est pas vraiment peut-être le meilleur marqueur de fatigue générale de l'organisme et que mes sensations, mon essoufflement, est sûrement un marqueur qui est plus sensible. Donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant, je prends ce marqueur-là plutôt que de surveiller ma fréquence cardiaque. En plus, et là je m'adresse plutôt aux gens qui ont l'habitude de surveiller la fréquence cardiaque, mais il faut se méfier parce qu'il faut vraiment apprendre à utiliser la fréquence cardiaque, accepter la dérive de la fréquence cardiaque à l'effort quand ça dure longtemps, accepter qu'une augmentation très brutale de la fréquence cardiaque et très précoce peut signer une déshydratation, voire une hypoglycémie, etc. etc. Donc c'est un outil pas si facile que ça à apprécier, la fréquence cardiaque. C'est assez compliqué.
Quel œil portez-vous sur l'évolution de la cardiologie actuelle? Est-elle devenue trop technique, trop d'imagerie, trop d'intelligence artificielle? Quel est votre point de vue? Alors, j'ai eu une chance incroyable, moi, si je peux dire, parce que j'ai vu des progrès. Alors, je ne sais pas, il y aura peut-être les mêmes, hein. Je suis incapable de vous le dire. Personne ne peut dire ce que demain sera fait, de quoi demain sera fait. Mais en cardiologie, quand même, euh, moi, je me souviens très bien, hein, quand j'étais interne, donc c'était 83, 81 à 85 à peu près, à 86, avec le service militaire. Quand je savais que j'entrais en réanimation, si j'avais 4 malades qui avaient un infarctus du myocarde, je savais qu'à la fin de la semaine, j'en avais au minimum 2 qui étaient morts. Hein, c'était à peu près ça, et bien souvent 3. Donc ça n'a rien à voir avec la cardiologie que j'ai vécue aujourd'hui. À l'époque, on n'avait pas l'échographie comme maintenant. Moi, j'ai connu l'époque, alors c'était un petit peu avant 80, c'était dans les années 75-76, mais je manipulais un petit peu la sonde qui ressemblait un petit peu à notre sonde pour prendre le Doppler continu sur les rétrécissements aortiques. On n'avait que ça. Et quand je voyais une image en papillon, ça me disait, tiens, je suis sur la mitrale. Et de là, on élaborait des tas de théories, mais c'était fabuleux. Et aujourd'hui, bon, l'imagerie, je vois tout ce qu'on fait avec l'échographie, avec l'IRM. À Rennes, on a développé, grâce à mon successeur, professeur Schnell, qui nous a ramené ça de Belgique, l'IRM à l'effort, avec des cyclistes qui font 300 watts pendant qu'on leur fait l'IRM, etc. C'est fabuleux. Donc, moi, je ne peux trouver que ça que super. Par contre, j'essaye de faire passer le message et j'ai essayé aux internes qui ont travaillé avec moi, les externes, qui n'oublient pas avant tout que de toute façon, toute intelligence artificielle qu'il y a, ce sera toujours nous qui apporterons à l'intelligence artificielle les informations qu'elle pourra utiliser et remettre en place grâce à des capacités de mémoire que nous n'avons peut-être pas, mais que, en fait, si je prends l'exemple classique, douleur thoracique ou douleur dans le thoracique ou au-dessus de l'estomac, au niveau de l'abdomen, il faut arrêter de raisonner en disant douleur égale temps d'examen. Là-dessus, il y en a un d'entre eux qui sera sûrement positif. Je le prendrai et ça n'a peut-être rien à voir avec la douleur, mais c'est pas grave. Non, je crois qu'il faut qu'on garde le raisonnement. Et nous enseignants, nous dont je fais partie, on a peut-être oublié ça. Et ça me fait un peu de peine que aujourd'hui on me parle de l'échocardiographe comme le stéthoscope d'avant. Je crois que l'un et l'autre peuvent encore aller ensemble. C'était passionnant, je trouve, d'ausculter un cœur. Alors bien sûr, c'est vrai qu'on voit moins de valvulopathie que je n'en ai vu. Hein, j'en avais vu moins que mes prédécesseurs. Mais de se dire, tiens, devant ce souffle, je pense que c'est ceci, je pense que c'est cela, je fais l'échographie, ça confirme. Aujourd'hui, malheureusement, trop souvent, je vois les jeunes qui prennent la sonde d'écho, ils n'ont pas forcément écouté leur patient. Je pense que c'est une erreur. De la même façon, on oublie que l'électrocardiogramme peut nous donner plein de renseignements, et je m'amuse toujours à rappeler aux jeunes internes qu'un des premiers critères de mauvais pronostic après un infarctus du myocarde, c'est de regarder la variation des intervalles RR sur l'électrocardiogramme de repos. Ça s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. S'il y a une bonne variabilité, le pronostic est bon. S'il n'y a pas de bonne variabilité, le pronostic est mauvais. Avant d'aller regarder le BNP ou les autres marqueurs classiques, non, non. On a des outils. L'électrocardiogramme est un outil qui reste encore indispensable. Et je pense que, et puis intellectuellement, c'est quand même un peu plus intéressant. Voilà. Merci pour le message distribué aux jeunes collègues. Dernière question peut-être. Donc vous avez une carrière qui était très riche, très longue. Avez-vous un regret dans cette carrière, quelque chose que vous auriez aimé faire ou développer? Alors, dans ma carrière, oui, le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pu, parce que c'est très difficile dans notre pays, en France, de faire une année sabbatique. J'aurais voulu faire une année sabbatique, c'est-à-dire partir dans un autre pays pour rencontrer. Alors, c'est pas un cardiologue, c'est un physiologiste de l'exercice, Timothy Knox, Tim Knox, qui est un Africain du Sud qui travaille à Cape Town et qui est un physiologiste qui m'a énormément impressionné parce qu'il n'a pas peur de remettre en question des dogmes. Bien sûr, c'est pas un huluberlu, hein, c'est pas un doux rêveur. C'est-à-dire que quand il le fait, il a des arguments, il a des articles qui montrent qu'on peut se poser des questions et que la question qui se pose se pose. Par exemple, il a remis en cause
la consommation maximale d'oxygène, en disant que est-ce que c'est vraiment la consommation maximale d'oxygène? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui font qu'on s'arrête alors qu'on pourrait aller au-delà? C'est quelque chose qui était possible. Et il a développé la théorie de ce qu'il appelle, pour les anglo-saxons, le gouverneur central, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui, en fin de compte, quand on a des sensations de fatigue, c'est le cerveau euh, qui détecterait au niveau de l'homéostasie globale de l'organisme, c'est-à-dire toutes les informations qu'il lui envoie, lui font penser que l'organisme est en danger, parce que l'homéostasie est trop perturbée, on n'arrive plus à équilibrer, et à ce moment-là, il va dire au sujet de s'arrêter. Son exemple le plus évident, qui nous fait poser question quand même, c'était le fait de l'arrivée du marathon. Si vous êtes un petit peu taquin, il suffit que vous rajoutiez à peu près 50 ou 70 mètres à chaque kilomètre du marathon. Bien sûr, vous mettez des panneaux tous les kilomètres. En fait, ils sont un petit peu plus longs. Eh bien, les gens ne vont pas faire 42 km 195, mais vont faire 43 km ou 43 500. Alors que quand on voit la ligne d'arrivée, les gens arrivent, s'effondrent immédiatement après, alors qu'ils sont capables de courir 1, 2, 3, 4 km derrière. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui commande au-dessus. Alors après, il avait montré par d'autres études. Donc j'aurais bien aimé travailler avec lui. Ma seule chance que j'ai eue, c'est de faire 2 footings avec lui dans 2 congrès, de bavarder avec lui pendant le footing, parce que nous restions tous les deux au niveau de notre seuil ventilatoire, ce qui nous a permis de bavarder. Et puis, la deuxième chose, c'est les regrets, parce que la cardiologie du sport a explosé. Moi, j'ai tout vu. Hein. J'ai vu le rien, c'est-à-dire très peu de choses, quelques cardiologues qui regardaient des électrocardiogrammes en France. J'ai eu la chance de travailler avec le docteur Chignon à l'Institut national des sports. C'est lui qui m'a encadré pour ma thèse sur le Holter chez les sportifs. Il m'a confié il a eu la confiance de me laisser les électrocardiogrammes des plus grands sportifs français de l'époque, Jazzy, Mimoun, tous ces gens-là. Et aujourd'hui, grâce en grande partie à Antonio Pelliccia en Europe, on a créé vraiment le groupe de cardiologie du sport européen. C'est Antonio Pelliccia qui l'a mis en place, qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Ça m'a permis d'être le secrétaire de ce groupe pour trois différents présidents du groupe. Donc, on a vraiment fait des tas de choses et on a surtout vu des changements dans ce qui est recommandé. Et je me souviens malheureusement d'avoir, alors que j'en avais, comment dire, l'impression, l'intuition d'interdire de faire du sport à des jeunes, alors que je pensais derrière moi qu'il n'y avait pas de risque, mais les recommandations m'interdisaient. Je pense en particulier à un jeune footballeur d'origine africaine chez qui j'avais détecté une cardiomyopathie hypertrophique avec un électrocardiogramme typique et un échocardiogramme typique. Et le risque, à mon avis, était faible, tout simplement parce que j'avais fait, comme son père était aussi à Rennes à l'époque, j'ai demandé de faire l'électrocardiogramme à son père, j'ai retrouvé le même électrocardiogramme que chez le fils, je lui ai fait son échocardiogramme qui avait exactement le même, et son père avait continué à jouer au football à un très haut niveau jusqu'à plus de 40 ans. Donc ce gamin, il a arrêté, je ne me fais pas d'illusions, je sais qu'il a continué à jouer au moins dans la rue au foot, je ne sais pas ce qu'il est devenu, donc je ne peux pas juger. Mais ce gamin, aujourd'hui, il jouerait, puisque avec les nouvelles recommandations, on l'autoriserait à jouer. Donc ça veut dire que c'est bien. Enfin, moi, j'essaye, je pars toujours sur l'idée, quand j'ai en face de moi, je vais tout faire pour qu'un sportif puisse faire le sport qu'il veut faire. Il y a des fois, je suis forcé de lui dire non, qu'il doit arrêter, mais j'essaye toujours de lui donner l'autorisation de faire sa passion. Et je n'ai jamais eu en tête la réflexion qu'ont beaucoup de cardiologues de dire oui, de toute façon, les sportifs, ils comprennent jamais rien quand on leur dit d'arrêter. Ben, je crois que c'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas sportifs. C'est comme si je demandais à un pianiste d'arrêter de faire du piano. Ben, il ne comprendrait pas pourquoi je lui demande d'arrêter de faire du piano. Et ben, le sportif, il a du mal à comprendre, surtout s'il est asymptomatique. Et il faut se mettre à leur place. Ils font confiance à quelqu'un qui ne connaissent pas plus que ça, qui leur dit il faut arrêter toute votre passion. C'est un peu difficile. Donc, le plus facile, c'est d'interdire. Et moi, j'essaie d'interdire le moins souvent possible. Voilà. Et je pense que beaucoup de sportifs vous remercient tout au long de votre carrière, justement, d'avoir donné un avis favorable.
puisqu'il y a probablement beaucoup de confrères en France qui avaient interdit ou émis des réserves, voire des restrictions définitives sur leur sport. Et je sais qu'il y a beaucoup d'histoires où vous avez repris les dossiers, vous avez donné des autorisations justement à ces sportifs, et je pense beaucoup vous en remercie. Merci beaucoup. Professeur Carré, donc vous avez pris votre retraite depuis pas très longtemps. Que prévoyez-vous de faire? Ah, oui, disons que je suis semi-retraité, c'est-à-dire que j'ai postulé pour un poste de professeur émérite qui m'a été accepté, c'est-à-dire que je fais de l'enseignement et de la recherche. Donc voilà un petit peu ce que je fais pour m'occuper. Bon, j'ai une grande chance, c'est que maintenant je ne fais que ce qui m'intéresse, à peu près. Que j'ai moins de tracas avec l'administration que j'ai pu en avoir comme tous les chefs de service. Je vais m'occuper aussi, je m'occupe beaucoup de mes petits-enfants, sûrement plus proportionnellement que je ne me suis occupé de mes enfants. Et donc, j'essaye de rattraper le temps perdu. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de choses pour m'occuper. Bon. Merci en tout cas, professeur Carré. Merci pour le temps accordé pour cet entretien pour l'École numérique de cardiologie. Et surtout, merci pour tout ce que vous avez apporté pour la médecine française et européenne. Et je vous souhaite une bonne retraite et au plaisir de vous voir sur les sentiers et en dehors. Merci beaucoup et puis surtout, merci pour l'honneur et la confiance que vous m'avez accordé en échangeant quelques temps avec vous pour cette soirée. Ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup.